Il a su rester, c'est très bien. Il a su rester très mystérieux parce que j'avais une question enfin, c'est une sorte d'énigme que je vous propose, c'est-à-dire que je vais vous parler de l'entreprise dans laquelle, l'organisation dans laquelle j'ai travaillé. Vous allez devoir deviner laquelle. Comme ça va vous éveiller. Donc, j'ai travaillé dans une des plus grandes entreprises au monde, une entreprise de services de type familial, avec une culture très lourde, très difficile à changer. Donc là, j'étais responsable d'une business unit, on va dire, quelque chose comme ça. Et au début, donc, quand on m'a confié cette responsabilité, il y avait une centaine de personnes. Et 5 ans plus tard, on était déjà 2000. La difficulté, ça a été de faire accepter dans une entreprise aussi lourde, une organisation aussi lourde, des façons de voir différentes, des représentations différentes, finalement de passer même d'une culture plus de type associative à une culture vraiment entrepreneuriale. C'est bon? Disney, General Electric, Michelin, plus grand. Bon, on va dire c'est la plus grande multinationale au monde. Vous êtes prêts? L'Église catholique, 1,3 milliard de membres. En fait, j'étais prêtre pendant 17 ans. Et en effet, j'ai été nommé dans une paroisse de Lyon, dans un quartier assez perdu, prison, prostitution, peu de paroissiens, une centaine de personnes âgées qui venaient à l'église. Et le défi, c'était de faire vivre cette église. Et donc, avec quelques personnes motivées, vous comprenez qu'on était très peu à s'impliquer là-dedans. Et donc, on a commencé par benchmarker. Donc, on est allé dans des églises qui pulsaient un peu plus aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Et on a vu que ce qui marchait, c'était d'entrer dans une dimension d'entrepreneur. Donc, d'avoir une vision, d'avoir une cible précise, d'avoir des valeurs assez claires. Et en faisant comme ça, en fait, on a commencé à renouveler la pratique, à s'adapter aux attentes et aux besoins des gens qui étaient autour de nous, du quartier. Et peu à peu, on a transformé une église fermée, où il y avait quasiment personne et c'était très humide dedans, à une église du coup qui ressemblait plutôt à ce qui se passe à droite ensuite. C'est une église qui existe toujours, qui s'appelle Lyon Centre. On l'a rebaptisée et qui continue dans la même dynamique malgré mon départ. Et en fait, quand j'étais justement dans cette dynamique-là, ça a créé il y avait beaucoup de résistance. Parce que quand je vous disais que c'était lourd à changer, vous imaginez un peu la tradition, les habitudes, ce que tout le monde attend, etc. Et donc, l'entrepreneuriat ici, c'était vraiment d'arriver à faire comprendre, à faire entrer dans un changement de représentation, à se dire ce qui a toujours été, ce qu'on a toujours fait, c'est pas obligé que ça continue comme ça. Et ce qui fait changer, c'est de l'insatisfaction. Au fond, quand vous avez une bonne insatisfaction en vous, vous êtes capable de changer énormément de choses. Simplement, cette insatisfaction, parfois, elle est latente en nous. Je vous donne un exemple. J'avais rassemblé les 10 personnes les plus motivées pour faire quelque chose de neuf dans cette église. Et je leur avais dit, bon, on rêve. Il y a autant de personnes que vous voulez, je vous donne des milliards. On a tout le temps qu'on veut. Vous avez toute possibilité. C'est quoi l'église dont vous rêvez? Eh bien, au bout de 10 minutes où chacun avait planché, c'était nul. Nul. Aucune idée. Aucune imagination. On rêvait tout ce qu'on faisait avant, en un peu mieux, en un peu plus, en à peine autrement. Incapable de penser vraiment la différence, le saut, vous voyez. Et il a vraiment fallu se confronter à d'autres façons de faire, de voir, etc., pour pouvoir changer doucement de mindset. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, en nous entendant les uns et les autres à notre manière, j'imagine, et puis en discutant ensemble, de dire « Ah ouais, on peut faire ci, on peut faire ça ». Moi, j'ai eu un problème supplémentaire, enfin plein, à vrai dire. Il y a eu beaucoup d'opposition, parce que les anciens disaient « Il n'y en a que pour les jeunes », les nouveaux disaient qu'on ne faisait pas assez vite, enfin bon. Et puis, il y a un peu de hiérarchie, en fait, dans l'Église. Donc, il fallait assumer aussi des gens qui disaient du mal ou qui parfois nous dénonçaient de pratiques nouvelles. Donc, voilà, c'était pas de tout repos. Mais ma difficulté majeure, c'est que j'étais seul
à mi-temps, parce que je ne sais pas si vous savez, hein, mais les prêtres, ils font 1000 choses en fait. Et quand il y a 100 personnes qui ne demandent rien, à mi-temps, on est tranquille. Quand on est 2000 personnes, qu'il y a 400 personnes qui sont très impliquées et qu'on est sollicité, c'est un peu différent. Donc, il a fallu transformer non seulement la paroisse, mais aussi l'accompagner. Ce n'est pas la même chose d'être 100, 200, 250, 400, 800. Vous voyez, à chaque fois, c'est des défis et il faut tout rechanger. La communication, l'organisation. Et il a fallu mettre en place un peu un service RH en quelque sorte pour accueillir aussi les gens qui venaient, pour bien les accueillir. Moi, je ne pouvais pas tout faire. Et donc, j'ai trouvé une manière que je ne suis pas allé chercher très loin d'organiser tout ça et de manager cette organisation. C'était la subsidiarité. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, la subsidiarité, c'est, je reviendrai là-dessus, c'est cette capacité au fait à déléguer des responsabilités beaucoup plus que des tâches et permettre que la décision soit prise au bon niveau. Et donc, on va retrouver des choses que Mathilde disait autour de l'autonomie, notamment, de la confiance, bien sûr, et de la responsabilité. Donc, nous, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que j'ai créé une boîte depuis, parce que je me suis mariée, tout ça, j'ai des enfants. On ne m'a pas laissé continuer. Et donc, on a adapté la subsidiarité au management et on a créé une méthodologie pour la mettre en place. La question que j'ai dû me poser, la première, c'était c'est quoi mon intention managériale? Qu'est-ce que je veux comme état d'esprit dans cette église, dans ces rapports? Voilà. Et ça, c'est la première question que je vous laisse dans mes apprentissages, notamment quand on est une TPE, quand vraiment on n'a pas beaucoup de monde, c'est là que c'est le plus important. En fait, à quel état d'esprit j'aspire dans mon entreprise? Est-ce que je peux le formaliser? Est-ce que je peux dire, est-ce que noir sur blanc, j'ai écrit des valeurs que je voudrais voir développer, etc. Parce que, en fait, le problème des petites entreprises, c'est comme on se parle facilement, on boit un café, on discute, s'il y a un problème, on se donne un petit rendez-vous. Mais quand il y a vraiment un décalage ou une mécompréhension qui s'installe, et bien finalement, s'il y a une personne sur 8 qui est très malheureuse dans la boîte, vous voyez, 1 sur 8, ça fait énormément en fait. C'est pas comme quand on est 200. Mais après aussi, on arrive dans des boîtes qui grandissent. Et pareil, il n'y a pas d'intention managériale, il n'y a pas de référentiel de compétences managériales ou de référentiel managérial tout court. Et donc, on va envoyer les gens en formation. Mais en formation, pourquoi en fait? Vous voulez que ça se passe comment le management? Et donc, l'intention managériale, donc j'avais inversé, c'est très important. Alors pour nous, justement, c'était intéressant aussi de s'interroger. On a beaucoup d'ambition aujourd'hui, RSE, qualité de vie au travail, etc. Est-ce que vous avez un management cohérent avec ça? Parfois, on est super vertueux pour l'environnement. Et puis, alors, si vous demandez aux salariés comment ça se passe dans l'entreprise, là, ce n'est pas vertueux du tout, quoi. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir, en fait, c'est quoi ce management qui est le plus respectueux de l'ensemble de l'écosystème et pas seulement de ce qu'on va afficher sur son site web. Donc, on a écrit un petit livre là-dessus, mais on pourra en reparler si vous voulez. Donc, on va reparler d'autonomie aussi. Avec la question de l'intention, qui était première, donc j'avais vraiment porté avec les gens avec qui étaient les plus proches cette idée de mettre en place la subsidiarité, ce qui faisait que je pouvais être à mi-temps, qu'il y ait autant de monde qui vienne et ne pas être débordé. C'est même à ce moment-là que j'ai commencé à respirer. Plus de burn-out, plus de stress, tout ça. Moins de sollicitations. Mais vous voyez bien le problème, c'est que quand vous lâchez un peu les rênes, ça peut partir en vrille, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent décider des trucs, quand vous les laissez décider, ils peuvent décider des choses que vous n'auriez pas décidées. Donc, ça nécessite un cadre, ça nécessite une culture et ça nécessite des process, des méthodes. Notamment, la mise en place de feedback. Non pas descendant, montant. Vous comprenez la différence? À partir du moment où j'ai donné une responsabilité, il faut que la personne réussisse. Pour qu'elle réussisse, il faut que je lui donne les moyens, que je sois en soutien de cette personne. Il faut qu'elle sente que pour réussir, à chaque fois qu'elle a besoin, elle peut me solliciter. Donc, moi, je vais avoir un réel contrôle sur ce qui se passe, non pas en faisant du reporting ou des réunions incessantes ou du micromanagement, mais simplement parce que plus je vais laisser une responsabilité cadrée à la personne, et plus elle va revenir vers moi en me donnant les bons éléments. Ceux dont elle sait que j'ai besoin, ceux dont elle a besoin pour
assumer sa responsabilité. À partir du moment où on a une vision claire, des valeurs claires et une méthodologie qui est claire aussi à ce niveau-là, eh bien, on se rend compte que les décisions qui sont prises, elles sont prises au bon niveau. C'est-à-dire que moi, je suis moins sollicité. On n'a pas besoin de réunir 3 fois les gens ou de se réunir sans arriver à discerner, etc. Non, les décisions sont prises au bon niveau et de manière cohérente. Donc, à partir du moment où on fait confiance, donc je vais m'appuyer un peu sur ce que Mathilde disait, on donne de l'autonomie. Alors moi, j'avais écrit une slide sur autonomie et indépendance. Ça vous intéresse du coup, peut-être parce que pour nous, c'est très important de faire la différence entre une... Moi, je suis aussi un philosophe de formation. Donc, par exemple, il y a plein de gens qui disent qu'il faut mettre la personne au centre et je leur dis, OK, c'est quoi la personne? Ils ne savent pas répondre à cette question généralement. C'est intéressant quand même, quand on veut mettre quelqu'un au centre, de savoir de qui il s'agit, comment on qualifie une personne en fait. Et tout simplement, pour nous, justement, on fait vraiment la différence entre une personne. Une personne, c'est une personne autonome. Et là, j'ai mis personne parce que je suis sympa, mais en fait, dans le cadre de l'indépendance, on appelle ça un individu. Alors, désolé, je m'appelle moi-même. Donc, une personne indépendante, en fait, et nos enfants, on les mène à l'indépendance, justement, c'est-à-dire à se passer de nous, à faire leur vie. En revanche, dans une entreprise, s'il y a de l'indépendance, il y a beaucoup de malheur. Il faut de l'autonomie. L'autonomie, c'est une capacité à être sa propre loi dans un ensemble d'interactions. C'est-à-dire que je sais que je suis en interaction, que je suis en interdépendance, et donc je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis libre de m'organiser, je suis libre de faire les choses à ma façon, mais dans un écosystème. Et là, on arrive aussi à une vision de l'organisation qui est un peu différente peut-être de ce qu'on a parfois, mais inconsciemment. Est-ce que vous voyez l'organisation, ça porte bien son nom, comme un organisme vivant ou comme une mécanique? Vous voyez, souvent le lean, il va un peu vers la mécanique, pas toujours. Et donc la question de l'organisation, on a une très belle métaphore dans la Bible là-dessus, sur le corps. Par exemple, ma main, si elle est vraiment indépendante, je vais me casser la figure. Parce que si mon pied va là et que ma main va là, vous voyez ce qui va se passer. Donc, en fait, si mon organe est indépendant, ça va être assez dramatique. Donc, il faut que tout soit ça coordonné. Et en tout cas, ma main va avoir besoin de mon bras, de ma tête, de la position de mon corps. Si vous considérez votre entreprise comme un organisme, vous allez être éveillé. On va travailler les articulations, les relations. On va être sensible à ce qui se passe autour. Vous voyez, la mécanique, ce n'est pas cette vision. Mécanique, j'embauche quelqu'un parce que j'ai besoin qu'il fasse telle chose, j'ai une fiche de poste, s'il ne fait pas l'affaire, j'enlève la pièce, je remets une pièce. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va avoir des articulations aussi, mais qui ne seront pas des relations, qui seront des interactions processées. Et plus on va dans le process, plus on a un problème. On définit les process, les périmètres, et on perd en termes de responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, eh bien, quand on a bien défini les responsabilités des gens, ils sont très contents, ils ont leur périmètre d'action, leur autonomie, et ils foncent. Et quand la balle, elle tombe à côté, entre deux périmètres de responsabilité, on fait quoi? On la laisse tomber, parce que ce n'est pas notre périmètre d'action, vous voyez? Et le chef d'entreprise, il regarde en disant, « Hé les gars, qui c'est qui s'est occupé de ce problème-là? Pas moi. Moi, ce n'est pas mon truc. » Et donc, la responsabilisation, c'est beaucoup plus que un périmètre qui est mon champ d'action avec mes compétences et mes attendus. C'est vraiment comment est-ce que je suis concerné par l'ensemble de l'activité. Donc, la responsabilité, c'est d'abord une responsabilité de l'entreprise, pour l'entreprise, et qui s'incarne dans une responsabilité plus personnelle. Ben, dans la paroisse, ça a été essentiel de faire ça. Parce que le but, c'est que chacun soit accueilli, par exemple, que chacun puisse s'exprimer. Et donc, si on dit, non, mais moi, je m'occupe que des jeunes, moi, je m'occupe que des familles, moi, je m'occupe que des couples, moi, je m'occupe que des pauvres, par exemple. Et si on a un enfant d'une famille pauvre qui arrive, on fait quoi alors? Qui c'est qui s'en occupe? Vous voyez? Et ça, dans nos entreprises, ça arrive toujours, qu'un sujet, finalement, soit transverse ou autre. Et donc, soit c'est rapidement une perte de temps, parce que comme c'est transverse, il faut se réunir, il faut se mettre d'accord, il ne faut pas gêner, pas choquer, etc. Soit alors, on la laisse de côté. Et ça peut être très préjudiciable. On a accompagné une entreprise il n'y a pas longtemps où il s'agissait quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros à côté desquels on passait justement parce que personne n'y trouvait sa responsabilité engagée. Donc, avoir une intention managériale,
un référentiel, donc savoir ce qu'on attend des gens qui sont en responsabilité. Favoriser la confiance, l'autonomie, la responsabilité. Voilà les choses principales que j'ai acquis à ce moment-là avec cette idée de feedback montant. Après, il y a plein d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Mais alors du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'était l'essentiel. J'ai plein de petits exemples en tête, mais pour adapter ça à l'entreprise, aussi des enjeux sur les méthodes, bien sûr, sur la manière d'appliquer la subsidiarité. Mais la chose avec laquelle je pourrais terminer, c'est la nécessité non seulement d'avoir une intention du management que vous voulez, mais aussi de la capacité à remise en cause, à se remettre en cause personnellement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de croire, d'accepter que je gagne en perdant une mainmise. Et c'est ça qui est difficile. Parler à table de quelqu'un qui a fait une délégation de pouvoir, par exemple. Vous voyez, à partir du moment où je dois lâcher du pouvoir, en tout cas ce que je ressens comme pouvoir, parce que là, c'est juridique, on va dire, est-ce qu'on gagne ensemble et à quelles conditions on gagne ensemble? Mais vous voyez bien que si vous gardez la main sur tout ce qu'il y a à faire, toutes les décisions qui sont à prendre, etc., bah, d'une part, vous videz la motivation, le sens du travail de vos associés, de vos collaborateurs, mais en plus, vous vous épuisez. Donc voilà, en ce moment, on est avec, je vous ai mis quelques... Ah oui, c'est juste un petit truc, on a créé une application pour aider les managers, mais c'est pas le lieu d'en parler. Ah oui, voilà, par exemple, dans les références, on a par exemple des petites boîtes comme le Château Bechevel, je ne sais pas si vous aimez le vin, où là, il s'agit de tout, vraiment de tout reprendre, de passer d'un type de management à un autre, et puis des entreprises qui ont beaucoup plus des difficultés interservices, par exemple. C'est-à-dire que quand vous avez un service qui marche super bien, un autre service qui marche super bien, mais ils ne discutent pas entre eux, donc je ne vais pas montrer de quelle boîte il s'agit, mais on peut perdre jusqu'à 1 million d'euros par an. Donc là, on a vu qu'un mode de management différent, notamment subsidiaire, et il permettait de diminuer drastiquement les pertes. Donc voilà, des petites idées comme ça que je voulais vous partager à partir d'une expérience qui déplace, et en espérant que ça puisse vous inspirer. C'est la règle. Alors, cette belle parabole sur les organismes, Eh ben. on voudrait l'entendre. Ah, la parabole. Oui, vous nous avez parlé d'une belle parabole, mais on n'a pas entendu. D'accord. Ah, mais c'est un passage au fait où justement on se demande comment en Église, comment c'est possible de vivre de manière cohérente sans se taper les uns sur les autres. Parce que ça arrive aussi dans les églises. Et en fait, l'idée, c'est justement de dire qu'est-ce qui fait qu'on est coordonné. Et bien en fait, il faut voir l'organisme comme un corps, précisément, et considérer que non seulement la main n'est pas la tête n'est pas le pied, etc., mais que surtout, il faut prendre soin les uns des autres. Et c'est une autre dimension dont je n'ai pas parlé, c'est de la solidarité. Un mot qu'on a banni depuis Solidarność parce qu'il s'est politisé. C'est vraiment dommage, c'est temps de le réutiliser, parce que des équipes, quand on est solidaire, on est capable aussi de se suppléer, de s'encourager. Et c'est une dimension très essentielle. Et donc, il est même écrit dans ce passage que les parties les plus intimes doivent être souvent les plus protégées, qu'à partir du moment où un membre est malade dans le corps, eh ben, tout le corps est affecté, donc tout le corps doit s'adapter. Donc la métaphore est filée assez loin. On trouve ça dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, si ça vous intéresse. Merci. Merci. Je me demandais en écoutant si on pouvait mettre une dimension spirituelle dans le management. En réalité, on est des êtres spirituels. Moi, je ne vous ai pas donné ma définition de la personne parce que je ne voulais pas parler de ça maintenant spécialement. Mais
Mais pour moi, c'est évidemment évident. Et d'ailleurs, on parle de la question du sens. La question du sens, elle est spirituelle. Alors, au sens large, on ne parle pas religieux ici. Mais la dimension spirituelle, si vous voulez, pour moi, c'est la dimension de vie. Et tout ce qui n'est pas vivant est mort. Donc, tout ce qui ne se développe pas, tout ce qui ne se transforme pas est mort. Après, la dimension spirituelle aussi, on va dire dans la dimension de l'intériorité, un peu plus. Elle existe à travers les arts, à travers l'introspection, etc. Et il y a des entreprises qui l'utilisent d'une manière ou d'une autre. Ça existe. On utilise parfois l'art pour le management, des choses comme ça. Moi, je pense que honorer la dimension spirituelle de quelqu'un, c'est considérer qu'il est profondément unique. Et ça bannit certaines expressions. Il ne changera jamais. Il est, vous voyez, le côté il est, et puis on le condamne derrière. En fait, quand il y a une dimension spirituelle dans l'approche qu'on a, on ajoute une dimension d'espérance. Je reprendrai ce que disait Mathilde tout à l'heure sur l'éducation. En fait, mon enfant, je l'espère, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr de ce qu'il va devenir, mais je l'espère. Et espérant l'enfant développer toutes ses compétences, je vais le lui permettre. Qu'est-ce qu'il en fera? Merci. Bon lancer. Merci beaucoup pour ces recettes du succès, la recette d'un bon leadership ou d'accompagnement managérial. Vous avez introduit votre propos avec le terme de subsidiarité, principe de subsidiarité. Comment est-ce que vous l'expliqueriez à un enfant de 6 ans? La première fois qu'on lit le mot, c'est dans la guerre des Gaules de César. Et il dit qu'à un moment, justement, il attaque Vercingétorix et il est en difficulté. Et c'est l'armée subsidiaire, l'armée de soutien, qui vient changer le cours de la bataille. Donc, c'est vraiment être en soutien. C'est pour ça qu'on a écrit un livre qui s'appelle « Pour des managers en soutien », en fait, parce que subsidiaire, sinon on était disqualifié. Même mon correcteur orthographique, il me le soulignait à chaque fois que je l'écrivais. Et donc, voilà, pour un enfant, je dirais ça. Après, Aristote, qui a développé ça en politique, c'est un concept politique, je peux quand même vous dire, qui n'êtes pas des enfants, que depuis Maastricht, l'Europe fonctionne à partir du principe de subsidiarité. Et donc, tout ce que je peux faire pour mes enfants, personne ne le fera à ma place. Par contre, je peux déléguer de ma responsabilité à la mairie pour l'école, etc. Et donc, tout ce qui se passera à l'école, personne ne s'en occupera, sauf s'il y a un problème. Le département peut s'en occuper, ou l'État, ou vraiment, s'il y a un problème de discrimination, ça peut remonter à la Cour européenne. Donc, la subsidiarité, c'est vraiment cette capacité à prendre la décision au niveau le plus près de là où se pose la question, l'enjeu. Merci beaucoup. Juste, pardon, ça vient aussi de la doctrine sociale de l'Église, Oui. Fondamentalement, avant d'être un principe de RH. Et je l'aurais défini comme étant en fait l'intention de laisser un subordonné, donc un collaborateur, faire le plus qu'il peut dans la limite de ses compétences. Et effectivement, il y a une relation de confiance, puisque à un moment, on va demander aussi au collaborateur de dire au moment où il a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui est réciproque. Et en fait, le rôle du supérieur hiérarchique dans la subsidiarité, c'est de permettre à la personne qui travaille avec lui d'aller le plus loin possible dans la sécurité et dans la confiance. Et donc, effectivement, il y a un aspect paternel, parental, mais il y a aussi un aspect de vouloir le bien de l'autre dans une relation qui est gagnant-gagnant, en réalité, et effectivement, où on perd du pouvoir d'une certaine manière. Non ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'ai essayé d'expliquer brièvement par cette histoire de feedback montant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on confie le maximum de responsabilités, donc on délègue des responsabilités beaucoup plus que des tâches, et en effet, si on est en soutien, la personne va revenir vers nous pour nous donner, pour nous demander de l'aide, voilà, etc. C'est un partenariat d'une certaine manière. Exactement. Simplement, je vais vous revenir sur mon expérience à l'église.
Qu'est-ce qui a été très difficile au début? C'est qu'un prêtre, souvent on l'appelle père. C'est compliqué. Parce que quand vous voulez déléguer des choses, quand vous dites allez-y, vous pouvez, sentez-vous libre, vous êtes des adultes en fait. Et vous voyez, il a fallu vraiment faire un gros travail pour accepter finalement qu'on ait des relations d'adulte à adulte dans un rapport hiérarchique. Bon là, dans une paroisse, c'est pas si fort. Mais dans une entreprise, c'est vrai. Quand il y a un rapport de subordination, le risque et la tentation, c'est de le vivre comme un pouvoir. Et c'est intéressant parce que dans l'Évangile, justement, il y a une insistance très forte en disant les puissants de ce monde font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Vous voyez l'inversion. Donc en fait, tout l'enjeu, c'était de dire le rapport hiérarchique, on le garde. Il y a des responsabilités, il y a des compétences, il y a un historique. En revanche, quand je rencontre un subordonné, c'est une ou un adulte et je lui parle avec respect et il me parle avec respect d'adulte à adulte et non pas de chef à subordonné. Donc, je reviens à la question de l'autonomie ici. L'autonomie assume dans une bonne affiliation, dans des bonnes relations, le fait que quand je parle à mon boss, c'est mon boss ou à mon manager. En revanche, c'est un être humain. Vous voyez, c'est pas un supérieur, c'est pas un homme supérieur, je sais pas comment dire, ou une femme supérieure. Et ça, accepter cette relation d'adulte à adulte dans une société où on est marqué dès l'école par un rapport grand-petit, c'est très important à réfléchir. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Justement, je trouvais que dans ce mot subsidiarité, il y avait cet aspect vertical et hiérarchie qui peut poser problème aujourd'hui dans notre société où on essaye de tout horizontaliser. Je parle pour les générations Z là, qui arrivent, etc. Et je trouve que justement, vous répondez un petit peu à cette question en disséquant justement le côté entreprise. Voilà, là, il y a les hiérarchies, c'est toi qui as fondé l'entreprise, c'est toi le chef, c'est toi qui as la décision finale, mais on essaye de... Voilà, et il y a le côté humain où, en fin de compte, on est sur le même plan. Et je pense que c'est important à remettre parce que toujours ce côté de subordination, enfin, chez moi, il pose un très très gros problème et du coup, j'ai pas envie de l'imposer aux autres et je trouve que cette subsidiarité, quand même, il y a du sub quoi dedans. Ça commence par sub et donc forcément, ça nécessite de mettre cette hiérarchie en route et je pense que c'est très important cette dernière notion que vous venez d'expliquer. Merci. Quand le micro commence à prendre de l'autonomie, faut le